Février 2000, quelque part dans une base aérienne secrète au sud de Moscou. Un appareil triangulaire aux formes impossibles s'arrache du béton gelé et dans les bureaux du Pentagone, c'est la panique totale. Les analystes américains fixent les premières photos satellites avec horreur. Ce que les Russes viennent de montrer au monde n'aurait jamais dû exister. Un chasseur furtif capable, sur le papier, de pulvériser le tout nouveau F-22 Raptor dans un combat rapproché. Et pourtant, cet avion monstrueux, fruit de près de 20 années de travail acharné, ne volera que 2 fois dans toute son existence. Jamais plus. Voici l'histoire vraie du MiG 1.44, le projet le plus ambitieux, le plus fou et le plus tragique de toute l'aviation russe post-soviétique. Pour comprendre comment un tel monstre a vu le jour, il faut remonter au tout début des années 80. À cette époque, l'Union soviétique semble encore invincible. Ses usines crachent des chars par milliers, ses sous-marins nucléaires patrouillent sous les glaces de l'Arctique, et ses chasseurs MiG-29 et Sukhoi 27 viennent tout juste d'entrer en service. Ces 2 appareils représentent le sommet absolu de la 4e génération. Ils sont rapides, agiles, redoutables, et font trembler les pilotes de l'OTAN. Mais à Moscou, les généraux savent déjà quelque chose de terrible. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains viennent de lancer un programme révolutionnaire qui risque de tout changer. Ce programme s'appelle Advanced Tactical Fighter, et son objectif est simple. Créer un chasseur tellement avancé, tellement furtif, qu'il rendra obsolète du jour au lendemain chaque appareil soviétique existant. L'information tombe comme une bombe dans les couloirs du ministère de la Défense. Les dirigeants soviétiques comprennent immédiatement l'ampleur du défi. Si les Américains réussissent, le ciel mondial basculera en leur faveur pour des décennies. Il faut réagir, et vite. Dès le début de l'année 1981, le Kremlin ordonne le lancement d'un programme ultra-secret baptisé I-90. L'objectif est clair comme du cristal. Développer une toute nouvelle génération de chasseurs, prêts à entrer en service au cours de la décennie suivante, capables de rivaliser non seulement avec le futur chasseur américain, mais aussi avec l'Eurofighter européen qui commence à prendre forme dans les bureaux d'études allemands, britanniques et italiens. Mais les Soviétiques choisissent une philosophie radicalement différente de celle des Américains. Là où Washington mise tout sur la furtivité pure et la supériorité aérienne absolue, Moscou veut quelque chose de plus polyvalent. Un appareil capable de dominer les cieux face à n'importe quel intercepteur ennemi, tout en étant assez flexible pour frapper des cibles au sol avec une précision chirurgicale. C'est cette vision audacieuse qui va guider tout le programme pendant les années suivantes. Le projet est rapidement divisé en 2 branches distinctes. D'un côté, les chasseurs lourds multirôles, désignés sous l'acronyme MFI. De l'autre, les chasseurs légers de première ligne, baptisés LFI. Chaque catégorie doit répondre à des besoins spécifiques, et les meilleurs bureaux d'études du pays sont invités à soumettre leurs propositions. 3 géants de l'industrie aéronautique soviétique entrent alors en scène: Mikoyan, Yakovlev et Sukhoi. Chacun arrive avec ses propres idées, ses propres traditions, ses propres philosophies de conception. Mikoyan, célèbre dans le monde entier pour ses MiG légendaires, décide d'emblée de frapper fort, en travaillant simultanément sur 2 concepts distincts. Un chasseur léger polyvalent et une plateforme lourde dédiée au combat aérien avancé. L'idée est brillante, mais risquée. En partageant un maximum de composants entre les 2 projets, Mikoyan espère réduire les coûts de développement, un point crucial à une époque où l'économie soviétique commence déjà à montrer des signes inquiétants de faiblesse. Car oui, pendant que les ingénieurs rêvent de chasseurs futuristes, le pays lui-même vacille lentement. Les réformes politiques maladroites, les sanctions économiques occidentales et la chute des prix du pétrole frappent l'Union soviétique de plein fouet. Les budgets militaires, autrefois inépuisables, commencent à se tarir dangereusement. Face à cette menace, les dirigeants militaires prennent une décision radicale en 1983. Ils consolident l'ensemble du programme sous une bannière unique appelée « Programme commun de mission ». Et dans cette nouvelle configuration, Mikoyan devient officiellement le contractant principal. Le bureau d'études reçoit des fonds supplémentaires pour compenser l'inflation galopante des coûts de recherche, et une mission sacrée lui est confiée: construire l'avion qui préservera la suprématie aérienne soviétique
pour les 30 prochaines années. Les ingénieurs de Mikoyan se mettent immédiatement au travail dans le plus grand secret. Pendant 4 longues années, ils vont affiner, calculer, tester, rejeter, recommencer. Les premières ébauches s'inspirent fortement des formes du F-15 américain et du Sukhoi 27 soviétique. Ces deux appareils sont considérés par de nombreux experts russes comme l'incarnation parfaite du chasseur moderne. Un équilibre quasi magique entre vitesse, agilité, portée et puissance de feu. Mais ces deux références ont un défaut majeur. Aucune capacité réelle de furtivité. Et sans furtivité, impossible d'affronter ce que les Américains préparent dans leur hangar du désert. Les concepteurs se retrouvent face à un casse-tête monumental qui va les obliger à tout repenser depuis le début et à imaginer quelque chose de jamais vu auparavant dans l'histoire de l'aviation soviétique. Dans les ateliers de Mikoyan, l'ambiance devient électrique. Les ingénieurs comprennent qu'ils ne peuvent plus se contenter d'améliorer les silhouettes existantes. Il faut oser l'impensable. Sur les planches à dessin apparaissent alors des formes étranges, presque extraterrestres, avec des ailes delta massives, des plans canards placés très en avant du fuselage et des entrées d'air aux géométries complexes. Chaque ligne est étudiée pour 2 objectifs contradictoires. Offrir une manœuvrabilité extrême tout en dissimulant l'appareil aux radars ennemis. Un défi technique que même les Américains trouvent redoutable à cette époque. Pendant ce temps, la rivalité entre les 3 bureaux d'études atteint des sommets vertigineux. Yakovlev propose des concepts audacieux, mais manque cruellement de fond. Sukhoi, de son côté, travaille déjà sur sa propre vision, un appareil radical baptisé S-32, doté d'ailes à flèche inversée qui défie toutes les conventions aérodynamiques classiques. Mais Mikoyan garde l'avantage politique grâce à son statut de contractant principal. Les généraux veulent voir des résultats rapides, et les pressions sur les équipes d'ingénierie deviennent insupportables. Certains travaillent jusqu'à 16 heures par jour, convaincus qu'ils participent à quelque chose d'historique. En 1987, après 4 années de calculs acharnés et de souffleries, les propositions finales sont enfin déposées sur le bureau du commandement militaire. Ce que découvrent les généraux dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Les 2 appareils proposés par Mikoyan ne ressemblent à rien de connu. Le chasseur léger, désigné sous le nom de projet 4,12, est un monomoteur élégant qui présente une ressemblance troublante avec le futur Gripen suédois, pourtant conçu à la même époque de l'autre côté du rideau de fer. Le chasseur lourd, baptisé projet 1,42, est une bête bien plus imposante, équipée de 2 moteurs surpuissants et capable de transporter un arsenal considérable dans des soutes internes totalement invisibles au radar. Les caractéristiques annoncées laissent les officiers militaires sans voix. Sur le papier, le 1,42 promet des performances qui frôlent la science-fiction. Des angles d'attaque soutenus jusqu'à 60 degrés, une stabilité assurée par un système de commande de vol électrique dernier cri et des tuyères orientables en 2 dimensions qui permettront au pilote de faire tourner l'appareil sur lui-même, presque comme un hélicoptère. Mieux encore, des rumeurs circulent dans les couloirs du ministère. Des rumeurs évoquant un système de plasma ionisant destiné à envelopper l'avion d'un nuage invisible qui le rendrait quasiment indétectable. Une technologie directement inspirée d'expérimentations américaines ultra-secrètes menées sur certains appareils de reconnaissance. Mais l'enthousiasme ne dure pas. Les budgets continuent de fondre comme neige au soleil, et les dirigeants militaires sont contraints de faire un choix déchirant. Impossible de financer 2 projets en parallèle. Il faut sacrifier l'un des 2. Après des semaines de réunions houleuses, la décision tombe comme un coup près. Le chasseur léger 4,12 est abandonné purement et simplement. Des années de travail partent à la poubelle en quelques instants. Les ingénieurs qui avaient mis leur âme dans ce projet encaissent le coup en silence, certains quittant même définitivement le bureau d'études. Désormais, tous les espoirs, tous les budgets, toutes les énergies convergent vers un seul appareil. Le projet 1,42 devient l'unique arme secrète sur laquelle Moscou mise son avenir aérien tout entier, et personne ne se doute encore que cette concentration des forces va bientôt déboucher sur une transformation radicale du concept lui-même. À l'intérieur des bureaux d'études, les ingénieurs plongent dans ce qui va devenir le chapitre le plus fascinant de toute l'aventure.
Ils doivent maintenant transformer des plans théoriques en une machine bien réelle, faite de métal, de composite et de milliers de circuits électroniques. Chaque détail compte. Chaque gramme économisé peut faire la différence entre un appareil exceptionnel et un échec cuisant. Les équipes se divisent en dizaines de groupes spécialisés, chacun responsable d'un aspect précis de la future bête. Le cœur battant du chasseur sera son radar, un monstre électronique désigné sous le code N014. Cet appareil de détection doit accomplir l'impossible. Verrouiller simultanément jusqu'à 40 cibles différentes dans le ciel, tout en continuant de balayer l'horizon à la recherche de nouvelles menaces. Sa portée annoncée dépasse les 260 km contre des avions de combat classiques, un chiffre qui donne des sueurs froides aux experts occidentaux lorsqu'ils en entendent parler bien plus tard. Imaginez un pilote capable de détecter une escadrille entière de F-15 américains avant même que ceux-ci ne soupçonnent sa présence. Un avantage tactique décisif qui peut transformer une bataille aérienne en simple exercice de tir. Mais ce n'est que le début. Les ingénieurs travaillent également sur un système de propulsion révolutionnaire, des moteurs à cycle variable, capables d'ajuster leur comportement en temps réel selon les conditions de vol, doivent permettre à l'appareil de croiser en permanence à une vitesse supersonique sans jamais activer la post-combustion. Cette capacité, appelée supercruise, est considérée comme le saint graal de l'aviation militaire moderne. Elle économise le carburant, réduit la signature thermique et offre une allonge opérationnelle sans équivalent. La vitesse maximale annoncée frôle les 2,35 fois la vitesse du son, et le plafond de service grimpe jusqu'à près de 18 000 mètres d'altitude. Des chiffres qui font rêver. Pour réduire encore davantage la visibilité infrarouge, les concepteurs imaginent un système tout à fait inédit. Les tuyères d'éjection seront recouvertes de tuiles céramiques spéciales, un matériau révolutionnaire capable d'absorber et de dissiper la chaleur des gaz d'échappement avant qu'elles ne trahissent la position de l'avion face aux missiles à guidage thermique. Les soutes internes, dissimulées profondément dans le ventre de la machine, accueilleront missiles air-air longue portée et bombes guidées. Aucune arme ne pendra sous les ailes, aucun réservoir externe ne viendra perturber les lignes furtives soigneusement calculées. Les conduits d'air des moteurs, eux, adopteront une géométrie serpentine en forme de S, empêchant les ondes radar ennemies d'atteindre les aubes tournantes des compresseurs, zone notoirement réfléchissante sur les chasseurs conventionnels. Le cockpit du pilote devient lui aussi un petit chef-d'œuvre technologique. Affichage multifonction en couleurs, système de visée intégré au casque, commande HOTAS permettant au pilote de tout contrôler sans jamais lâcher le manche. Rien n'est laissé au hasard. En 1988, l'armée de l'air soviétique donne son approbation officielle au concept global. 2 années supplémentaires de peaufinage aboutissent à une validation définitive en 1990. L'heure de la construction physique a enfin sonné. Les ateliers reçoivent l'ordre d'assembler un démonstrateur technologique grandeur nature, fabriqué à partir d'alliages légers et de matériaux composites de pointe. Ce prototype reçoit alors une nouvelle désignation qui passera à la postérité. Projet 1,44. Personne dans l'équipe ne se doute que cette machine, qui semble promise à un avenir glorieux, s'apprête à devenir la victime collatérale du plus grand effondrement politique du XXe siècle. Le 25 décembre 1991, à 19h32 précises, le drapeau rouge frappé du marteau et de la faucille descend lentement du mât du Kremlin. En quelques secondes, l'une des 2 superpuissances de la planète cesse officiellement d'exister. Dans les ateliers secrets où dort le futur chasseur, les ouvriers apprennent la nouvelle par la radio. Un silence de cathédrale s'abat sur les chaînes de montage. Certains ingénieurs, anciens vétérans ayant consacré leur vie entière à la cause aéronautique de leur pays, pleurent ouvertement devant leurs pièces à moitié assemblées. Ils comprennent que quelque chose vient de se briser à jamais, et que leur magnifique machine risque de ne jamais voir le ciel. Les mois qui suivent transforment la Russie en un véritable champ de ruines économiques. La privatisation sauvage ravage les industries stratégiques, des usines entières ferment leurs portes, et les salaires cessent parfois d'être versés pendant 6 mois consécutifs. Pourtant, contre toute attente, les équipes refusent d'abandonner leur bébé.
Avec un héroïsme discret, elle continue de travailler malgré tout, utilisant les composants déjà usinés avant la chute, grattant les derniers fonds disponibles, improvisant avec les moyens du bord. Certains techniciens vendent leurs voitures personnelles pour acheter des pièces manquantes. D'autres acceptent de travailler gratuitement pendant des semaines, motivés uniquement par la fierté de voir leur création achevée. En 1994, une lueur d'espoir apparaît enfin. Les essais au sol commencent sur le tarmac d'une base située aux environs de Moscou. Le démonstrateur effectue ses premiers roulages à haute vitesse, ses moteurs rugissant pour la première fois depuis des années. Les ingénieurs tremblent d'excitation en voyant leur création bouger enfin par ses propres moyens. Mais la joie est de courte durée. Chaque test coûte une fortune et les caisses sont vides. Le directeur du bureau d'études frappe à toutes les portes, supplie les ministères, envoie des lettres désespérées aux hauts responsables. Aucune réponse, ou pire, des promesses jamais tenues. Une tentative audacieuse de faire déclassifier partiellement le programme pour attirer des investisseurs étrangers est brutalement rejetée en 1995 par les services de sécurité encore méfiants à l'égard de l'Occident. Pendant ce temps, chez le rival Sukhoi, une stratégie de survie radicalement différente se met en place. Conscient que le marché intérieur est mort, Sukhoi décide de se tourner résolument vers l'exportation. Les modèles Sukhoi 30 et Sukhoi 35 sortent des ateliers et trouvent rapidement des clients enthousiastes en Inde, en Chine et en Malaisie. Ces contrats juteux permettent au bureau d'études de maintenir ses équipes, de payer ses factures et même de financer ses propres recherches avancées. Mikoyan, lui, regarde ce spectacle avec une jalousie impuissante. Sa concentration historique sur le marché domestique soviétique devient brutalement un handicap mortel. Aucun client étranger ne vient frapper à sa porte, car personne ne sait même que le projet existe. Une seconde demande de déclassification est déposée en 1997. Nouvel échec cuisant. Les ingénieurs commencent sérieusement à désespérer. Le magnifique démonstrateur prend la poussière dans un hangar, recouvert de bâches, pendant que la Russie traverse la pire crise financière de son histoire moderne. Puis, contre toute attente, un changement de vent politique se produit. En décembre 1998, le Kremlin autorise enfin une communication limitée. Quelques photographies sont transmises à une poignée de journalistes triés sur le volet. Le monde entier va bientôt découvrir ce que les Russes cachaient dans l'ombre depuis presque 2 décennies. Et les caméras occidentales s'apprêtent à vivre un choc visuel dont elles ne se remettront pas de sitôt. Le 12 janvier 1999, l'aérodrome de Joukovski, situé à une quarantaine de kilomètres au sud-est de la capitale russe, se prépare à accueillir un événement que personne n'osait plus espérer. Dès l'aube, des dizaines de voitures officielles franchissent les barrières de sécurité. Des généraux en grand uniforme descendent des berlines noires, suivis par une foule de journalistes fébriles venus du monde entier. Des caméras américaines, britanniques, françaises et japonaises s'installent le long d'une piste balayée par un vent glacial. Personne ne sait exactement ce qui va être dévoilé ce jour-là, mais les rumeurs qui circulent depuis des semaines laissent présager quelque chose d'extraordinaire. Les immenses portes d'un hangar gris s'ouvrent lentement dans un grincement métallique. Un tracteur tire alors vers la lumière une silhouette massive et angulaire qui fait littéralement tomber les mâchoires des observateurs occidentaux. Les flashs crépitent dans un vacarme assourdissant. Les pilotes militaires russes eux-mêmes, présents pour l'occasion, n'en croient pas leurs yeux. L'appareil ressemble à une créature sortie d'un film de science-fiction, avec ses plans canards agressifs, ses entrées d'air rectangulaires sous le fuselage et son empennage à double dérive fortement incliné. Pour la première fois depuis le début du programme, le monde entier peut enfin contempler le fruit de près de 20 années de sueur et de sacrifices. Mais une présentation statique ne prouve rien. Il faut maintenant que cette bête vole. Pendant plus d'1 an, les techniciens peaufinent chaque détail, vérifient chaque circuit, testent chaque commande. Enfin, le 29 février 2000, jour exceptionnel d'une année bissextile, le moment tant attendu arrive. Le pilote d'essai grimpe dans le cockpit sous un ciel gris et bas. Les moteurs s'allument dans un rugissement qui fait vibrer les vitres des bâtiments voisins. L'appareil roule vers l'extrémité de la piste, s'immobilise quelques secondes, puis lance sa course folle. En quelques dizaines de mètres, les roues quittent le sol.
le démonstrateur s'élève dans le ciel russe pour la toute première fois. L'altitude reste modeste, à peine 900 mètres, et la durée du vol ne dépasse pas 18 minutes. Mais à bord, le pilote vit un moment historique dont il se souviendra toute sa vie. Le 27 avril de la même année, un second vol est effectué dans des conditions légèrement meilleures. Cette fois, la durée atteint 22 minutes. Le pilote teste quelques manœuvres simples, évalue la réponse des commandes, observe le comportement général de l'appareil. Tout semble fonctionner correctement. Puis, le chasseur se pose en douceur, roule jusqu'au hangar et s'immobilise. Personne, à ce moment précis, ne sait encore que ces roues ne quitteront plus jamais le béton. Plus jamais. Car derrière les coulisses, une décision politique irréversible vient de tomber comme une guillotine. Le Kremlin, désormais dirigé par un nouveau président ambitieux, préfère tout miser sur un programme concurrent baptisé PAKFA, confié à Sukhoi. Ce programme donnera plus tard naissance au Sukhoi 57. Les budgets sont brutalement redirigés, les contrats annulés, les équipes dispersées. Le démonstrateur unique est poussé dans un coin sombre d'un hangar à l'abri des regards. Ses moteurs s'éteignent définitivement. Ses systèmes électroniques sont débranchés un à un. Ses soutes à armement restent à jamais vides. L'histoire opérationnelle du chasseur secret qui devait humilier le F-22 Raptor américain s'achève ainsi, dans un silence glacial, après seulement 40 minutes de vol cumulé en 2 décennies d'existence. Si cette histoire vous a captivé, appuyez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire pour partager votre opinion sur ce projet fascinant et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures plongeant dans les secrets les plus étonnants de l'aviation militaire mondiale.